Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Kofi Zougbédé, économiste et statisticien. Jean-Paul Auro, qui est journaliste, et notre éditorialiste Djemal Taleb. Économie à présent, réduction des tarifs de communication téléphonique au Bénin. La cherté du coût de la communication téléphonique fait grogner la population béninoise. Le gouvernement ambitionne ainsi d'inciter les opérateurs à réduire le coût de la communication. L'exécutif souhaite également que les différents dysfonctionnements constatés sur les prestations soient corrigés, et ce au plus vite. Reportage de Laftiounu, correspondant au Bénin. Commentaire Clément Soala. Au Bénin, le gouvernement est préoccupé par la qualité des services GSM et les tarifs appliqués aux abonnés. Les consommateurs ont longtemps décrié les services proposés par les opérateurs de téléphonie mobile. Le ministère de la Communication a recensé au cours des derniers mois une série de plaintes qui émanent des consommateurs. Elles concernent entre autres la qualité des appels, les coûts élevés des services et le phénomène de détournement des appels. La communication téléphonique coûte énormément cher. Cela apparaît comme de l'escroquerie. Nous n'arrivons même pas à communiquer avec 200 francs CFA. Le crédit téléphonique finit très vite, comme si on avait activé des offres supplémentaires. Les services offerts sont de courte durée et cela nous pénalise. Nous n'avons pas gain de cause quand bien même nous remontons les dysfonctionnements observés aux opérateurs des 4 réseaux de télécommunications. Le tarif de la communication intra-réseau avec MTN n'est vraiment pas favorable. L'opérateur Move fait un peu d'effort par moment. Nous exhortons les opérateurs GSM à revoir les tarifs et la qualité du système de communication. Dans la dynamique d'offrir aux populations de meilleurs services et ce à moindre coût, le gouvernement a procédé à la réduction de la taxation des services téléphoniques. Ces taxes sont passées de 23% à 10% depuis le début de l'année 2017. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste entend non seulement appliquer les textes afin d'amener les opérateurs GSM à respecter les obligations de la qualité des services, mais aussi les inciter à réviser les coûts des appels et des messages. La communication dans nos pays est à 90% orale. On aime parler. Quand on sait que c'est pas cher, on va téléphoner beaucoup. Et plus on téléphone, c'est plus de revenus pour ces mêmes opérateurs. Donc nous avons la conviction que s'ils baissent, non seulement les consommateurs vont téléphoner beaucoup, mais ils vont lancer beaucoup de SMS. Selon de nombreux experts, le secteur de la communication téléphonique connaît plusieurs difficultés, notamment la couverture intégrale en réseau du territoire national et l'accès à Internet. Rappelons qu'au thème du Conseil des ministres du 8 février 2017, le gouvernement a pris la décision de doter 67 communes sur les 77 que compte le pays de connexions Internet haut débit en attendant une couverture nationale. Djemal, malgré les réformes de détaxation sur les services qui sont passés de 23 à 10% en ce début d'année 2017, les abonnés se plaignent toujours. Finalement, où est-ce que le bas blesse ? Il n'y a pas qu'un seul, malheureusement, il y en a plusieurs. J'ai suivi ce sujet et s'il fallait un décret pour que le prix des communications baisse, je pense que tous les pays prendraient un décret. La situation est plus compliquée que ça. C'est la seule région au monde où la concurrence est importante et le prix des communications ne baisse pas. C'est la seule région au monde où les appels entrants sont les plus élevés. Si vous prenez le téléphone et vous appelez au hasard Abidjan, vous payerez 2,5 € la minute. Et si vous regardez ce que reçoit l'opérateur ivoirien, à peine 20 à 30 centimes. C'est-à-dire que la différence, l'opérateur ivoirien n'est pas capable de la regarder. Pourtant, il aurait fallu qu'il soit un peu plus fort et il change la donne. Puis deuxième chose, qui pour le coup ne dépend pas des appels entrants, mais plutôt du pays lui-même. C'est l'une des rares régions donc où la fibre optique est pratiquement passée inaperçue dans sa première version, ce qui fait que les tarifs naturellement sont plus élevés, c'est-à-dire que les investissements, les équipements nécessaires n'ont pas été faits. La deuxième chose, c'est que les équipements de plus en plus sont vétustes, la taxe est assez importante, le prix de la licence est assez élevé et tout ça, bien entendu, il y a une répercussion évidente de la part de l'opérateur sur les consommations. Cela dit, on se dit les choses, tous les équipements sont déjà rentabilisés depuis longtemps et complètement amortis. Et pourtant, aucun investissement nouveau est fait
Et plus grave encore, le coût de la communication ne baisse pas. La marge des opérateurs dans les différents pays atteint un niveau tellement hallucinant qu'aucun pays, qu'aucun régulateur n'est capable de se poser. Il est évident qu'il faudrait, mais le problème c'est qu'il n'y a pas une autorité dans 54 pays qui va le décider, c'est chacun pour soi. Donc il faut que le Sénégal se pose et change la donne, il faut que la Côte d'Ivoire se pose et change la donne, et c'est valable pour tous les pays. Il faudrait se poser la question, que le régulateur soit un peu plus regardant sur la qualité du réseau, sur les cahiers de charges tels qu'il les a posés et qu'il impose un peu plus aux opérateurs de le faire. Deuxièmement, que les appels entrants soient un peu mieux regardés, et les solutions tout à fait possibles, les Asiatiques les ont faites. Pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire? C'est-à-dire que si on décide une bonne fois pour toutes de prendre le taureau par les cornes, pardon pour la bonne expression, et qu'on décide de régler le problème, il y a des solutions, pas de miracle, il y a des solutions possibles. Mais je crains, moi, que très souvent, et je ne pointe là encore une fois personne, la corruption atteint un niveau assez élevé, les positions dominantes de quelques opérateurs, et suivez mon regard, sont à un niveau assez important, de telle sorte que le régulateur est à peu près désarmé et faible dans une législation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'est absolument pas capable de faire face. Et qui en paye le prix, c'est le consommateur. Sur les consommateurs, Monsieur Auro, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ces autorités de régulation n'ont finalement que peu de moyens pour contrôler cette hausse des prix ou cette diminution des prix auprès des consommateurs? Djemal a dit l'essentiel. Hein. Moi, ce que véritablement je reproche au prix en Afrique, on ne peut pas avoir tant de... En Côte d'Ivoire, il y a peut-être 2 téléphones par habitant. Il y a plus de téléphones que d'Ivoiriens. Mais on n'arrive pas... Les sociétés de téléphonie mobile, mais elles sont riches. Mais riches de chez riches. Pourquoi? Parce que ça coûte immensement cher. Deuxièmement, il a évoqué tout à l'heure, mais peut-être qu'il n'est pas assez revenu là-dessus, il y a une entente illicite, à mon sens, entre les différents opérateurs. Il n'y a pas une véritable concurrence, une entente illicite. Ils s'entendent pour faire de gros prix, même s'il y a des taxes. Et ça, on l'a vu aussi ici, en France, il faut le dire. Oui, mais il a fallu un moment, l'autorité publique est montée, ils ont tapé. La différence, c'est qu'ici, quand on a mis un 4e opérateur... Ça a tout basculé, effectivement. C'est-à-dire que si, quand bien même il y aurait un entente, d'ailleurs l'Union européenne les a condamnés pour ça. Absolument. Et l'opérateur a changé la donne. Chez nous, on met le 3e, le 4e, parfois le 5e. Et ce sont les mêmes qui pilotent. Donc voilà, moi je pense que c'est une question, c'est vrai, on ne peut pas parler de décret, mais c'est une question de changement de mentalité au niveau des autorités publiques et comme on a dit, de l'autorité de régulation. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la TCI, si je ne m'abuse, qui doit réguler cela. En Afrique, c'est pas tout pareil. Hein. Que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est pas tout pareil. C'est malheureux quand on sait qu'aujourd'hui, la téléphonie mobile s'est véritablement développée dans ces pays-là. Aujourd'hui, le portefeuille électronique en Afrique il est plus développé qu'en Europe. Et je pense que c'est une occasion, c'est une mine d'or. Mais quand même, un peu, il faut qu'on pense aux citoyens, quoi. On va parler à présent du Gabon qui annonce un nouveau plafond d'endettement pour les 2 prochaines années. Entre 2017 et 2019, la dette sera limitée à 1 472 milliards de francs CFA, conformément à la stratégie 2016-2019 de maîtrise de la dette. Les autorités comptent ainsi contenir le niveau élevé de son taux d'endettement qui suscite des inquiétudes chez certains analystes et même du Fonds monétaire international. Écoutons à ce propos le sujet de Déo Gracias Okpodo. La Direction générale de la dette au Gabon a rendu public ses perspectives d'endettement pour la période 2017-2019. Arrêté à 1 472 milliards de francs CFA et étalé sur une période de 2 ans, le plafond des nouveaux engagements cette année 2017 sera de 659 milliards de francs CFA, notamment 559 milliards de francs CFA d'emprunts extérieurs et 100 milliards de francs CFA d'engagements intérieurs, soit respectivement 84,8% et 15,2% des montants sollicités. Ces emprunts seront constitués de prêts extérieurs classiques et d'emprunts obligataires régionaux. Le Gabon traverse en ce moment une période de crise et la situation des finances publiques au Gabon est tributaire de la conjoncture sur le marché pétrolier. C'est pour ça que l'année dernière déjà le Gabon a annoncé un plan d'endettement. On est dans un glissement qui est permanent sur ce plan-là. Mais je dois quand même relever que c'est un pays qui a pris conscience de ce que son endettement ne pouvait pas continuer et il a mis en place une série de stratégies qui font en sorte que progressivement cet endettement va être baissé. Mais il faut naturellement
trouver d'autres relais de croissance. En 2016, le Gabon avait annoncé un plan d'endettement de 1 645 milliards de francs CFA sur la période 2016-2018. Selon les détails du nouveau plan, en 2018, l'endettement projeté sera de 484 milliards de francs CFA, dont 384 milliards d'engagements extérieurs. Et pour 2019, les engagements au titre de la dette ont été estimés à 329 milliards de francs CFA, dont 229 milliards de francs CFA d'emprunts extérieurs. Cette dynamique d'endettement du pays suscite de plus en plus d'inquiétudes. Le Gabon a toujours du mal à s'extirper de la conjoncture économique, en raison notamment de la baisse du cours du baril de pétrole sur les marchés internationaux. Je pense pour ma part, et beaucoup d'experts sont d'accord là-dessus, que le principal relais de croissance pour le Gabon se trouve dans le secteur agricole. Il faut repartir sur les autres facteurs qui ont bridé le développement de l'agriculture au Gabon. Je pense notamment à une population rurale qui est peu nombreuse. On peut compenser ça par des politiques d'immigration. Le nouveau pétrole au Gabon, ça peut être vraiment l'agriculture. Et si une partie de l'endettement est consacrée à une stratégie de relance du secteur agricole, il me semble que là, effectivement, on peut avoir une grande opportunité pour faire de la croissance. Le gouvernement gabonais tente de rassurer les marchés sur la viabilité de la dette publique du pays à court, moyen et long terme. En s'appuyant sur les perspectives d'évolution des indicateurs macroéconomiques, sur les 15 prochaines années, les autorités estiment que le taux d'endettement serait en moyenne de 30,2% du produit intérieur brut. Monsieur Zoukbédé, 1472 milliards de francs CFA, plafond de nouveaux emprunts au Gabon. Est-ce que les Gabonais doivent, d'après vous, s'alarmer de cette hausse vertigineuse de la dette publique ? En fait, le problème avec la dette, ce n'est pas elle-même le problème, la dette. C'est plutôt la capacité à être remboursée. C'est ça qui doit vraiment inquiéter les Gabonais. Je pense que la situation actuelle du Gabon n'est pas vraiment une surprise. À partir du moment où les prix du pétrole ont fortement augmenté et on s'est contenté de l'argent facile sans pour autant se préparer à l'avenir en mettant en place des mesures concrètes, par exemple la mise en place de fonds souverains pour diversifier les autres secteurs de l'économie comme l'agriculture, qui au final devient le nouveau secteur focus de tous les pays. Le Tchad, par exemple, aussi se dit bon, il faut qu'on revienne à l'agriculture. Cette situation au Gabon n'est pas surprenante. Maintenant, il est clair que le gouvernement gabonais doit faire des réformes importantes au niveau de la gouvernance même de son pays et revoir un peu les secteurs clés de son économie. Déjà, rassurer les marchés en tentant un dialogue assez franc avec tous les partenaires possibles et en mettant en place un plan clair sur les 5-10 prochaines années permettant à ces bailleurs-là de pouvoir financer la dette du Gabon, mais en même temps en lui offrant des opportunités de réellement diversifier son économie. Mais est-ce que vous pensez réellement que cet endettement, s'il est maîtrisé, c'est pour financer des projets structurants, des réformes structurantes? Est-ce que c'est le cas pour le Gabon? Seul l'avenir nous le dira, effectivement. Il y a toujours les plans et puis après, dans la réalité, on voit ce qui est réalisé. L'évolution de ce taux d'endettement c'est pas ce taux, mais quand ce montant d'endettement monte, est-ce qu'au bout de cette évolution, on peut dire que ces projets structurants ont porté leurs fruits? Pas tout à fait. On voit le FMI qui s'alarme de la situation, ce qui montre que vraiment il y a matière à agir urgemment. Maintenant, il faudra revoir vraiment la structure de ce plan-là et les projets visés, voir s'ils sont vraiment adaptés au contexte actuel et qu'ils permettront vraiment de relancer les finances publiques du Gabon. Monsieur Auro, quel recours un pays a finalement face à l'endettement, tout simplement? Vous savez, ces questions d'endettement, de financement de dette, ça ne veut rien dire pour les populations. Pour eux, c'est du chinois, si je me peux mettre l'expression. C'est vrai, on a M. Kofi qui est là. C'est économiste qui nous donne un petit peu... Moi, mais j'y comprends rien. Ici, les habitants, ils ont besoin d'avoir à manger, d'avoir le panier, aller au marché, faire des courses, avoir de l'argent dans son portefeuille. Les dettes sont faites à leur nom, ils doivent les rembourser. Cet endettement vient d'eux finalement, donc c'est pour ça qu'on parlait de s'alarmer, oui ou non? La France est quasiment endettée à 100% de son budget, je crois. C'est dramatique. Le premier budget de la dépense en France, c'est le service de la dette. Mais pourtant la France, les Français vivent. Elle est de moins en moins bien. Pourtant, ils vivent. Mais je vous promets, nous, je suis pas en Afrique, si on est endetté à 50% de nos budgets, mais je vous promets, c'est la galère. Donc cet endettement, il sert à quoi finalement? Mais justement, c'est la question qu'on se pose. On s'est endetté pourquoi? On s'est endetté pourquoi? Moi, quand j'ai l'occasion, quand j'ai l'occasion de partir à Abidjan, je dis à mes parents, à mes frères et sœurs, je dis, moi en France, je vis à crédit, il n'y a pas de problème.
Dire, bon, je dis oui, je vis à crédit, c'est normal de vivre à crédit. En on France. peut pas en France. Là, Mais on comment parle de se la fait dette qu'en du chez nous Gabon. en Afrique, on ne peut pas vivre à crédit? Parce que la dette, quand on la prend, on sait où on met l'argent. Non, ce n'est pas normal du tout qu'on vive à crédit quand on est un État endetté à un niveau très élevé, c'est-à-dire 100% du PNB. Ce n'est pas normal quand le service de la dette est le premier poste de dépense du budget de l'État. Ce n'est pas normal si vous avez 2 mois de l'année qui ne sont pas couverts par l'impôt. Ça, c'est la situation aujourd'hui en France, mais ce n'est pas la France qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est le Gabon. Le Gabon a une situation différente, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que la dette aujourd'hui et le service de la dette a atteint un niveau inquiétant. La question, ce n'est pas en soi de s'endetter. Si on s'endette pour préparer les générations futures, ce n'est pas grave, à condition que ce soit un niveau maîtrisable. Si on s'endette pour payer les fonctionnaires et acheter la paix sociale, ça c'est compliqué. Et c'est malheureusement très souvent la nature de la dette que nous avons. Mais nous avons un deuxième problème. En tout cas au Gabon, l'économie est très tributaire du pétrole. C'est-à-dire que vous bouclez les fins du mois quand le pétrole est à $100. Quand il est à $30, vous ne bouclez pas les fins du mois parce que 300% de vos revenus s'évaporent. Et donc, si vous basez votre budget et votre économie sur donc de la rente, pour laquelle, encore une fois, je le dis souvent sur ce plateau, vous n'avez fait aucun effort. C'est le hasard de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne travaillez pas, vous ne vous fatiguez pas. Ce sujet le dit déjà tellement bien et cet économiste le dit très bien. Le Gabon est capable de devenir une économie verte, vivre uniquement de sa forêt, de ses ressources, travaillées par ses populations. Regardez par exemple la Côte d'Ivoire, moi j'admire la Côte d'Ivoire. On peut mieux faire. Les Ivoiriens, la première économie des Ivoiriens, c'est quoi? C'est le cacao, c'est le travail, l'effort, le labeur des Ivoiriens. Et donc c'est ça que je veux. Ça ne veut pas dire que le pétrole, il ne faudrait pas l'avoir. Enfin, si on pouvait s'inspirer un peu de ce que font les Occidentaux, on le fait souvent, mais jamais de la même façon. Et donc, si on pouvait s'inspirer un peu du cas de la Norvège et qu'on prépare le pétrole pour les générations futures, on ne s'en porterait pas plus mal. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mardi sera consacré à l'École nationale supérieure polytechnique de la République du Congo. Merci à nos invités d'avoir participé. Kofi Zugbede, statisticien économiste, rappelons-le. Jean-Paul Auro, qui est journaliste, et notre éditorialiste Djemal Taleb. Merci à vous pour votre participation. Bonsoir à ceux qui nous regardent. Et merci bien sûr à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt dans un nouveau numéro de l'Africa Newsroom. Restez sur Africa 24 dans un instant, la suite de nos programmes.